Et ce soir, Henri Amouric a accepté de venir faire une petite intervention autour. Au début, elles sont toujours. On le remercie beaucoup. Oui. Attendez avant de le remercier. Non, d'avance. Autour de la partie pris d'une thématique qu'on a nommée filière argile. Quelle stratégie à la lumière des soubresauts de l'histoire? Alors pourquoi les soubresauts? Alors pourquoi ce titre? Parce que Henri Amouric a fait une intervention il y a plusieurs années en arrière lors de l'émergence d'une association qui s'appelait à l'époque Active Argile et qui a donné naissance entre autres à notre association qui s'appelle l'Argile. Intervention qui avait impressionné, qui avait touché au but de nombreux céramistes et on trouvait intéressant de revenir sur cette thématique-là. L'idée étant, je ne vais pas faire le petit topo que j'avais envoyé, mais en gros, on a du mal à savoir où on va quand on ne sait pas d'où on vient. Et donc, la connaissance d'un certain nombre d'événements permet un peu de nous éclairer, etc. Voilà. Donc, Henri va intervenir un certain temps, donc peut-être 20 minutes, peut-être une demi-heure, je ne sais pas. Peut-être plus. Non, non. C'est pas le même format. Peut-être après, parce que normalement il y a dû avoir Jean Innocenti qui était présent, qui ne peut pas être là ce soir. On verra, mais ça serait peut-être intéressant qu'en fin d'intervention, un ou deux d'entre nous disent deux mots de son vécu, de l'évolution historique. On est au moins deux ici à avoir de vieux ateliers, un particulièrement, qui avait un vieil atelier, pardon. Non, c'est un atelier jeune. Mais peut-être, ça serait peut-être intéressant qu'on dise deux mots des soubresauts qu'on a vécu nous-mêmes. Voilà, ça éclairera. Et après, s'il y a des questions, des échanges, voilà, c'est toujours intéressant. Et après, comme d'habitude, on aura le petit temps plus convivial qui suivra, autour d'une petite boisson. Et il y a une personne qui doit intervenir ici. C'est moi. Un nouveau petit atelier participatif sur Aubagne, voilà, qui nous présentera son atelier pour nous dire ce que c'est. Bien. Henri, à toi. Je suis venu les mains vides, c'est-à-dire sans PowerPoint, parce que le format, une petite demi-heure, c'est pas le format d'un PowerPoint. Le PowerPoint, c'est une conférence, ça dure 1h30 théoriquement, et ça dure au moins 2h15, que je vous offrirai volontiers un jour où vous aurez pris un peu de cocaïne avant pour supporter tout ça. Et en fait, soubresaut, oui, mais c'est surtout économie qui m'intéresse, et les soubresauts, l'économie, c'est quelque chose de conflictuel ou en tout cas se joue depuis extrêmement longtemps, des jeux d'influence. Et moi, je me limite à la période où mon incompétence s'exerce depuis de nombreuses années, c'est-à-dire sur le dernier millénaire. Moi, c'est l'an 1000, dont on sait qu'il est de géométrie variable, et on ne s'arrête pas, d'ailleurs, a priori, ça dépend, puisqu'on a pu faire, il n'y a pas si longtemps, dans le cadre de la politique des ateliers terrestres de vue, on a pu faire l'exposition Innocenti, atelier qui n'existe plus vraiment en tant que tel, mais activité qui se poursuit, donc quelque chose qui est somme toute très très contemporain. Ça pourrait être un bon exemple d'ailleurs, mais comme il n'est pas là, je ne peux pas en profiter qu'il soit absent pour. Peut-être qu'on en dira un mot là-dessus. Ce que tu disais de la transmission avec notre ami Bébel, notre ami Philippe, ça me fait penser à ce que je suis en train de faire dans le cadre de la préparation d'une exposition que je vous invite déjà tous à venir voir si nous arrivons à la mettre en place pour les 10 ans de Terra Rossa à Salerne. Inauguration, ouverture de l'exposition le 3 avril, inauguration officielle avec tambour, trompette et catalogue le 19 mai. Mais à partir du 3 avril, vous pourrez la voir. Une exposition qui s'appellera Terre varoise, qui porte sur l'ensemble des productions varoises entre l'an 1000 et les années 50, disons, grosso modo. Et pour faire ça, en particulier sur le secteur très méconnu des terres cuites d'architecture. Aujourd'hui, les terres cuites d'architecture dans la région, ça ne représente plus rien. C'est intéressant parce que voilà une filière morte, totalement morte, y compris à Salerne. On ne fabrique plus de tuiles, on ne fabrique plus de briques, on ne fabrique plus même de carreaux, qu'ils soient émaillés, qu'ils ce soient des tomates, pardon. Il ne faut pas que je tape parce que sinon ça va faire des horreurs là-dedans.
On fabrique plus rien, un tout petit peu. Je ne sais pas si Evelyne Isnard continue. Enfin, quelques artisans font des petits panneaux émaillés pour des cuisines, des choses comme ça. Et les TCA, les terres cuites d'architecture, ont été une des gloires de la Provence et du Grand Midi français. Pensez à la puissance des ateliers marseillais à la fin du 19e siècle. La Société Générale des Tuileries de Marseille, la SGTM, qui est fondée en 1905 par la réunion de 80 producteurs et qui avait une partie des ateliers d'Aubagne dans sa holding, qui avait une partie des ateliers de Saint-Zacharie en gestion directe, qui avait associé, je ne sais plus très bien sur quel modèle économique, Costamagna, donc la tuilerie d'Herbel à Fréjus et un certain nombre que j'oublie, cette société qui a inondé le monde, qui avait des bateaux spécifiques pour le transport des tuiles en Australie. Si vous allez sur Internet, allez sur les sites de cartes postales et affichez Tiles of Marseille. Et vous allez voir sortir des cartes postales de maisons dans différentes villes d'Australie, 1900, 1905, 1910, qui sont couvertes de tuiles de Marseille. Entrez. Les tuiles de Marseille. Donc, est-ce que vous pouvez imaginer qu'un secteur entier d'activité économique qui a été extrêmement important jusqu'à une période très proche. Quand Coverland a fini de racheter les dernières tuileries de Marseille pour les liquider, avant de transférer son activité dans la région sud-ouest, dans la région de Toulouse, si mes souvenirs sont exacts, est-ce qu'on s'est rendu compte de la catastrophe que ça représentait en termes d'économie, en termes de savoir-faire et en termes, cette fois-ci, d'échanges commerciaux, avec une balance qui, tout d'un coup, après avoir été excédentaire pendant plus de 100 ans, devenait complètement déficitaire. Bon, enfin bref. Et en travaillant sur les TCA, sur les ateliers, sur les terres cuites d'architecture, sur les ateliers varois, alors, comme cette expo a lieu à Salerne, capitale mondiale de la tomate, où il ne se fabrique plus une tomate. À Salerne, dans 1900, vous avez en gros 1200 ouvriers, vous avez une cinquantaine de fabriques, et vous avez de la tomate de Salerne, la même chose, de l'Australie jusqu'à Montevideo, vous en trouvez partout. Et puis vous avez aussi toutes les imitations de Salerne, Villecroze, une vingtaine d'ateliers, Villecroze pré-Salerne, etc. Et pour documenter l'histoire de ces terres cuites d'architecture dans le Var, on pourrait faire la même chose dans les Bouches-du-Rhône. C'est simplement une question, il fallait choisir, on a choisi un cadre administratif, enfin on nous a demandé de choisir un cadre administratif précis, ce que nous avons fait. Je travaille sur les recensements, 1836, 1906, 1911, tous les 5 ans, on a des recensements où toutes les populations de tous les villages de France, de Navarre et d'ailleurs sont recensées. Et vous voyez, vous suivez, avec quelques difficultés parfois, vous suivez l'activité et le transfert de ces ateliers. Vous voyez la mobilité des hommes. Vous voyez des choses tout d'un coup. Vous voyez dans un village improbable, tout d'un coup, en 1856, à Trigance, vous avez un tas de tuiliers qui sont là. 10 ans plus tard, vous n'en avez plus qu'un. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment peut-on analyser cette floraison d'ateliers et la disparition? Ça demande une micro-analyse, mais ce que l'on voit, c'est qu'il y a énormément de mobilité, et cela depuis le Moyen-Âge, et qu'il y a soit des transmissions familiales, je prends le cas de, c'est pas Trigance, Pascal, c'est Calian, le cas de Calian, on a la famille Pascal qui traverse le siècle jusqu'en 1911. Après ça, on n'a plus accès au recensement, donc je ne peux pas vous dire donc une transmission familiale, des mouvements, des ouvriers italiens qui arrivent, déjà vous voyez ce brassage, qui se fait peut-être encore, mais des apports exogènes de main-d'œuvre, de savoir-faire, de point de vue, d'histoire culturelle, architecturale, technique, que sais-je. Toutes sortes de choses. Je continue avec le cadre des terres cuites, le cas des terres cuites architecturales, qui n'est pas le plus évident pour ici, puisqu'il n'y en a pas. Il n'y en a plus, alors qu'il y en a eu tant. Bariel a fermé en 91. Moi, j'ai couru avec Philippe. Nous avons couru dans Bariel qui fermait, qui était la dernière grosse fabrique de tuiles, et pas que des tuiles de tour, d'ailleurs, et puis qui faisait aussi des vases de jardin, comme beaucoup d'autres d'ailleurs. C'est pas vieux,
Bariel, c'est pas vieux. Nègre, c'était pas vieux non plus, que la fermeture de Nègre et un certain nombre de choses comme ça. Bien. Si on prend ce secteur des terres cuites architecturales, qu'est-ce qu'on constate? Il y a un phénomène qui est très, très, très curieux et très intéressant, qui est lié à une évolution du mode de vie également. Dans les tuiles, ce qu'on sait de l'histoire des couvertures d'édifices en Provence, c'est que jusque dans le XIIe siècle, on a utilisé soit de la tuile canal, on commence à en utiliser, mais on a aussi perpétué la tradition antique tuile plate et tuile dite romane qui les couvre. Tradition qui s'est maintenue en Italie jusqu'à nos jours. Hein. Ce qui est d'ailleurs curieux, parce pourquoi est-on passé d'un modèle de toiture fonctionnel à un autre? Ils ne sont pas plus lourds, pas vraiment plus lourds. Ce n'est pas qu'une question de charpente. Mais il y a eu cette modification. On voit cette première évolution. Ce qu'on constate à partir de la fin du XIIIe siècle, XIV, et encore plus au XVe siècle, c'est que le tuilier est un artisan incroyablement rare. Et des communautés provençales, ce qu'on appellerait aujourd'hui les communes, on dit les communautés parce qu'elles ne sont pas constituées en tant que communes avec les prérogatives actuelles, ce sont les communautés qui sont les premiers acteurs de l'économie du quotidien. Absence totale et carence totale du pouvoir comtal, du pouvoir royal et du pouvoir seigneurial. Il n'y a pas de seigneur, vous voyez, une économie qui est dans la main des communes, l'économie des terres cuites d'architecture. Et qu'est-ce qui se passe? On n'arrive pas à trouver de tuiliers. Donc, il y a une politique des communes pour attirer des tuiliers. Ça vous rappellera quelque chose, on leur fait les offres qu'on peut leur faire en fonction de la pauvreté ou de la richesse relative des dites communes. On les dispense d'impôts, on leur offre la tuilerie pour un temps X, on leur donne l'accès au bois de cuisson, on leur donne des journées d'hommes pour aller remettre en état le four, etc., etc. Donc il y a une politique des collectivités de l'époque pour favoriser l'installation pérenne d'artisans. Il y a aussi un contrôle, la plupart du temps, pas toujours, mais la plupart du temps, il y a un contrôle, c'est-à-dire que tu peux produire tant de tuiles, mais tu dois les vendre exclusivement aux gens de la commune. S'il y en a en plus que ce qui est nécessaire, tu peux les vendre ailleurs, et tu peux les vendre à un tarif libre. Et si tu les vends aux gens de la commune, tu les vends à tant le mille de tuiles, tant le mille de malons, etc., etc. Donc une intervention communautaire. Ça, c'est quelque chose qui traverse toute la fin du Moyen-Âge et le début de l'époque moderne. Et ce qui est très intéressant également, c'est qu'on voit se constituer à partir du milieu du XIVe siècle et pendant tout le XVe siècle, tout un réseau de tuiliers d'origine lombarde. En Provence, à la fin du Moyen-Âge, les tuiliers sont presque tous italiens et dans leur très grande majorité lombards. Alors, il y a des diocèses spécifiques, le diocèse de Vigevano, par exemple, qui a envoyé les tuiliers de Manosque. J'ai fait un joli article que vous pouvez trouver sur Internet facilement. Là-dessus, sont presque tous de Vigevano. Et puis, ces gens, ils sont arrivés peut-être comme des petits artisans besogneux et nécessiteux, mais ils ont fini dans les instances dirigeantes de la commune, à la fin du XVe siècle, au début du XVIe siècle. Bon. On voit cette politique, on attire énormément d'étrangers pour, selon un schéma, répondre à la nécessité immédiate, à la nécessité impérieuse de couvrir les édifices. Ça, c'est un point. Autre intervention des communautés, ce sont des spécificités provençales. Il faut comprendre une chose, il faut savoir une chose, c'est que l'économie en Provence, bien plus qu'en Languedoc, mais en Provence, par rapport au nord de la France, est une économie de type libéral. Ce qui ne veut pas dire que je me fais le chantre du libéralisme. Je vous dis simplement, c'est une économie libérale. Il n'y a pratiquement pas de réglementation de l'accès aux métiers, surtout pas dans les métiers de la céramique. Un céramiste, ou un tuilier ou un potier, il dit « je suis maître potier », mais il n'y a pas d'accès à la maîtrise. Sa formation s'est faite dans le cadre généralement de l'apprentissage, soit dans un cadre familial, soit
dans une autre ville que celle où il est né, ou dans une autre localité que celle où il est né. Et il n'y a pas de contrôle sur son activité en général. Il y a quelques exceptions, mais généralement, elles ne durent pas. De la même façon qu'il n'y a pas de contrôle malthusien du recrutement des apprentis et des ouvriers. Si vous avez la capacité de prendre des ouvriers ou des apprentis, vous pouvez en prendre autant que vous voulez. Alors, si votre voisin n'est pas content, en gros, c'est son problème. C'est assez sauvage, du moment que le nécessaire est assuré. Alors évidemment, c'est pas du tout contemporain comme problématique. On n'en est pas à la nécessité. Mais il n'empêche que l'intervention des collectivités ou la non-intervention des collectivités est un phénomène intéressant et très ancien dans nos régions, qui est à prendre en compte. Je prends un autre exemple qui concerne plus directement la céramique du quotidien. Apt, vous savez, tout le monde connaît, vous connaissez tous la faïence fine d'Apt, qui est une création tardive dans l'esprit anglais, en fait. Et on met ça, disons, dans les années 1770. En fait, c'est un peu plus compliqué que ça, mais faisons simple. Apt le Castelet, faïence fine, 1770. Mais ça vient sur un terreau extrêmement fertile. Il y a des potiers à Apt depuis au moins le XIVe siècle. Ce qui se passe au XIVe siècle, vous le savez, 1348, la Grande Peste, la moitié et 2 tiers de la population disparaît en quelques années, des économies ruinées, des terroirs ruinés, et pour répondre à cette désertification, l'appel massif à des gens venus d'ailleurs, à des immigrés, voilà, et également une reconversion économique dans certains secteurs. C'est-à-dire que puisque vous n'avez plus personne pour cultiver la terre, en revanche, vous pouvez élever des moutons. Donc vous aurez plus d'élevage, c'est ça. À Apt, où il y a des potiers, depuis certainement plus longtemps que ça, mais malheureusement nous manquons de fouilles et nous manquons de textes, mais on en a quand même quelques-uns. On arrive à la fin du XIVe siècle, il n'y en a plus qu'un, et au tout début du XVe siècle, il n'y en a plus du tout. Et la communauté se réunit, et brame, c'est terrible, c'est affreux, nous n'avons plus de potiers, il faut faire quelque chose, et ils font quelque chose. Ils font venir des artisans céramistes d'une localité pas très éloignée, de Bédoin en fait, le premier, il arrive de Bédoin, dont personne ne sait que c'était un des plus grands centres de fabrication de marmites de Provence, encore au début du XVe siècle. Dernier atelier de Bédoin a fermé en 1957. Donc vous voyez que ça fait quand même des temps longs. Et on fait venir un bonhomme de Bédoin. Et puis, le tam-tam a fonctionné. Et on voit arriver entre 1420 et 1460, on voit arriver des potiers, un Italien par-ci, un Flamand par-là, un Normand, d'un peu partout. Des gens qui viennent du Massif central également. Et ces braves gens, comme je le dis toujours, un spécialiste du pot à beurre normand, tout d'un coup se met à fabriquer de la marmite aptésienne qui ne peut pas être distinguée de celle que faisait son prédécesseur ou de celle que fait son voisin italien. C'est très intéressant parce que comment des gens qui arrivent avec des savoir-faire, je ne parle pas de la manipulation de la terre, quoiqu'elle soit très différente. À Bédoin, on est dans le réfractaire, on est dans la marmite, dans le réfractaire, comme d'ailleurs à Apt, comme d'ailleurs à Ollières, à Cabas, etc., dans d'autres départements du Var, dans d'autres localités du Var. Donc comment est-ce que des gens peuvent faire converger leur savoir et leur pratique dans un temps extrêmement bref et livrer la même qualité que ce qui se faisait auparavant, voire en l'améliorant sans doute. Et quand vous voyez ce qu'ils fabriquaient, vous avez des parois de 2 mm et demi sur des marmites qui sont comme ça, vous dites qu'ils n'étaient pas manchots, ces gens-là, qu'ils savaient tourner. Bon, c'est un exemple d'intervention dans un secteur, de la commune, dans un secteur qui était vital, là encore, au moins, et peut-être plus que de couvrir les toits, qu'il fallait, c'est là-dedans qu'on fait la cuisine, je veux dire. Donc, alors, je change mon fusil d'épaule, je reviens à des considérations qui ont trait justement à la disponibilité des terres, des argiles qui viennent bien, qui se travaillent bien, et des besoins qu'on a. On parlait tout à l'heure avec Philippe Beltrando
de la céramique funéraire, qui n'est pas du tout funéraire à l'origine, mais qui l'est par destination, ce qu'on appelle l'an 1000, donc les pégots, vous savez, ces pots gris, qui sont des pots à cuire, comme les toupins, d'ensuite, qu'on pousse contre la braise, et qui sont tous cramés du côté opposé à l'anse quand ils ont une anse. Bon, vous avez une typologie infinie de pégots, parce que l'on pense, sans en avoir beaucoup de preuves, que ces pégots gris, ces pots à cuire, qui sont la céramique que toute personne a dans son foyer, hein, contre son foyer en l'occurrence, ces pots ne sont certainement pas faits dans le cadre d'ateliers domestiques. Hein. Il n'y a pas maman qui va modeler, et surtout pas tourner, parce que en réalité, il y a très peu de pégots modelés. Il y a essentiellement des pégots tournés qui sont parfois tournés avec du savoir-faire. Et ces pégots, ils sont normalement, ils vont contre le feu, c'est de la céramique grise, on peut les faire à peu près n'importe où, puisqu'on peut utiliser des argiles calcaires, et en cuisson réductrice, par enfumage à la fin, on va donner une certaine cohésion, par la migration des ions carbone, une certaine cohésion aux pâtes, et obtenir à la fois une certaine forme d'étanchéité, hein, une bonne qualité d'étanchéité, et une assez bonne résistance aux chocs thermiques. En revanche, pour les chocs mécaniques, c'est moins évident. Bon, ces pégots, on les trouve dans des tombes parce que, curieusement, on met de l'eau bénite, on met des charbons avec un peu d'encens, et on pose le pégot dans la tombe, à la tête du mort, ou à la ceinture du mort, on en met généralement un. Bon, là, on a une pluralité d'ateliers qui ne sont pas vraiment reconnus. On est dans l'utilitaire, il faut faire quelque chose pour faire cuire, patin, couffin, on fait ça. Au XIIIe siècle, on découvre qu'il y a des argiles qui résistent bien au choc thermique, naturellement au choc thermique. Dans le Var, ce sont les ateliers de Cabasse et de Ollières. Dans l'Uzège, donc près d'Uzès, c'est Saint-Quentin, qui est devenu Saint-Quentin la poterie, mais c'est récent. La qualité de ces argiles est extraordinaire. Celle de Saint-Quentin et de Saint-Victor-des-Oules, comme d'ailleurs celle de Bolène, de l'autre côté du Rhône, sont extraordinaires, même si dans le fil du temps, on a changé d'approvisionnement. Les carrières ont changé. Donc vous avez des argiles comme celle de Cabasse et d'Ollières, ou celle de Saint-Quentin, Saint-Victor-des-Oules, qui sont d'une qualité extraordinaire, qui se montent là aussi très bien. Vous avez des marmites au Palais des Papes, dans les fouilles, nous avons eu des marmites avec des parois d'une finesse incroyable, qui ont traversé des années 1340, qui ont traversé presque, intégralement, dans leur intégrité, qui ont traversé le temps et qui ont servi. Parallèlement à la mise en œuvre de ces argiles très réfractaires, on voit arriver, pour étancher tout ça, pour étancher ces argiles, on voit la remise en œuvre de la glaçure plombifère. La glaçure plombifère, on pourrait en parler longtemps de ça, c'est assez rigolo. La glaçure plombifère, c'est quelque chose qu'on connaît un peu à la fin de l'Antiquité, qu'on voit réapparaître entre 9e et 10e siècle pour l'essentiel en Italie du Nord et dans le Latium sur certaines formes assez lourdes qui sont considérées comme luxueuses parce que ces lacs de glaçure sans engobe, hein, glaçure directement appliquée sur la pâte, pour l'époque, sont considérées comme des choses luxueuses. Mais en l'occurrence, que ce soit à Cabasse dans la deuxième partie de l'activité, à Ollières dès le début, et dans d'autres ateliers, dans l'Uzège, on va poser un vernis plombifère à base d'alquifou, hein, directement sur les pâtes réfractaires. Et on obtient des choses prodigieuses de qualité, de résistance au choc thermique, et y compris d'ailleurs au choc mécanique. Ça résiste très bien à ces choses-là. Là, on voit évoluer comme ça la destination fonctionnelle des objets, et on voit également se diversifier le vaisselier. On avait des pots avec des becs ou sans bec, des pots avec une anse, avec deux anses, etc.
On se retrouve avec des marmites qui peuvent être, selon leur taille, renforcées par des cordons. On se retrouve avec des jattes, toutes sortes de choses qui vont au feu. Des écuelles qui peuvent aller sur la table, sans oreilles, des bols, si vous préférez, mais qui peuvent aussi aller au feu, etc. Et puis, vous avez donc vous avez, par la force des choses, avec l'élaboration de ces nouveaux produits, vous avez une relation qui s'établit avec le monde marchand. On change peut-être d'échelle économique. Ces productions de qualité, elles se diffusent très loin. Du Saint-Quentin à la poterie, on en a dans des contextes des années 1280 à Saint-Jean-d'Acre. Ils ont suivi les croisés, on en a en Espagne, on en a un peu partout. Du Ollières, il en rentre à Marseille jusqu'à assez tard. Ollières, c'est 13-14 pour l'essentiel, mais en réalité, le dernier atelier d'Ollières a dû fermer dans les années 1540. Là aussi, on ne se rend pas compte, ce sont de longues continuités. Ces choses-là circulent. Elles circulent, et les produits, le plomb, on en a évidemment dans les mines du Var, on en a dans certaines mines des Alpes de Haute-Provence, on en a beaucoup dans le Massif central. Mais enfin, tout ça, ça suppose de l'extraction, du transport, ça suppose des marchands derrière, et une relation entre le producteur, qui est de fait dans une économie de plus en plus largement ouverte, pour des produits qu'on peut considérer comme des produits, certes de grande qualité, mais de faible valeur vénale, qui peuvent se diffuser très loin, par voie de terre et par voie d'eau. On reprendra la problématique un peu plus tard. Alors, il y a un autre phénomène intéressant. C'est le cas de Marseille. Marseille à la fin du XIIe siècle. Dans les années 90, des gens de mon laboratoire, Lucie Valory, Jacques Thiriot, Henri Marchesi, ont mené la fouille d'un certain nombre d'ateliers de potiers qui étaient situés dans le quartier Sainte-Barbe. Ce quartier Sainte-Barbe, c'est le conseil régional actuel et le parking qui est en face. Il avait une plus grande extension, mais c'est la partie qui a été reconnue. Et dans ce quartier Sainte-Barbe, on a découvert en fait qu'il y avait eu un lotissement à la fin du XIIe siècle et au début du XIIIe siècle. Un lotissement, et on avait une série d'ateliers de potiers. Et ces ateliers de potiers, qui se ressemblaient tous, il y avait une normalisation, alors, qui ont utilisé des tours à pied, mais aussi des tours à bâton, donc coexistence de deux techniques de tournage, mais on ne peut pas dire dans la production abondante, dans la typologie de la production abondante qui a été recueillie, ceci a été fait au tour à bâton, ceci a été fait au tour à pied, pour la bonne et simple raison qu'on peut faire la même chose avec deux types de tours différents. Ce lotissement, malheureusement, on a très peu de documents, on n'arrive pas à le documenter franchement. Mais ce lotissement, il est très probablement, puisqu'on est dans une zone qui relève de la seigneurie du chapitre cathédrale de Marseille, ce lotissement, il a été voulu par le chapitre de cathédrale de Marseille. C'est très intéressant parce que voilà l'intervention d'un pouvoir dans un domaine qui d'habitude leur est totalement étranger. Mais ce qui est plus intéressant, c'est que dans un premier temps au moins, ces artisans, nous avons toute raison de croire que les gens qui ont travaillé là ont été importés, si je puis me permettre, de l'Espagne andalouse. Alors, au début, bien sûr, c'était facile de se dire reprise de Majorque en 1221 ou en 1229, c'est jamais, reprise de Minorque quelques années après. C'est le butin des Marseillais qui ont eu droit à des esclaves, qui les ont fait revenir, etc. Sauf que quand la reprise de Majorque et de Minorque intervient, ça fait déjà 40 ans ou 50 ans que ces ateliers existent. Donc, c'est pas comme ça que ça s'est fait. Et ces ateliers, ils sont intéressants parce qu'ils montrent un transfert de technologie. C'est un exemple, on en a des milliers d'exemples de transfert de technologie, puisque la grande découverte la plus spectaculaire, ça a été d'une part qu'on y a fait les plus anciennes faïences stanifères de France, les vraies faïences, mais elles sont très vieilles, fin du XIIe siècle, tout début du XIIIe siècle, et d'autre part qu'on les a faites cuire dans des fours de technologie absolument orientale, d'origine, qui ont été transposés dans le monde andalou, ce qu'on appelle des fours à barres. Des fours circulaires, avec des barres dans les murs qui servent d'étagères, mais vous avez au milieu une charge quand même
c'est assez compliqué. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a un transfert de technologie qui s'est fait depuis l'Asie centrale, ploum, 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 peut-être depuis la Chine, ça reste à montrer, comme ça, qui est arrivé en Espagne andalouse et qui a été transposé à Marseille. Moyennant quoi, après, la génération des fours suivants, ce sont des fours, disons, normaux, à flamme directe, etc. Mais on a continué à faire de la faïence, on a continué à faire aussi tout un catalogue de formes utilitaires, en faïence ou en vernissé, beaucoup moins luxueuse, mais avec une typologie qui, pendant toutes les premières décennies, est une typologie d'Espagne du Sud. On a transposé et des techniques et les modèles qui allaient avec, et d'ailleurs on a pris les hommes pour le faire. Marseille a donc pendant un certain temps, on commence à trouver maintenant, là cet après-midi nous étions dans un dépôt de Toulon, un dépôt, et Lucie Valory, qui farfouillait dans la tessonnaille qu'on nous montrait, est tombée sur un tesson de Sainte-Barbe. C'est pas facile à reconnaître parce que ces faïences étaient faites sur des argiles peut-être pas si bien travaillées que ça. Marseille n'est pas très doué pour des argiles prenant bien le vernis et encore moins l'émail. Donc il faut aller chercher la terre ailleurs, ce qu'ont fait les faïenciers plus tard, qui les ont beaucoup plus travaillés d'ailleurs. Bon, enfin bref, à Marseille, on a donc, pendant de la fin du XIIe au tout début du XIVe siècle, on a une industrie céramique assez prospère, avec un groupe d'ateliers important, qui disparaît totalement dans les années 1330. Plus d'ateliers à Marseille. Il faut attendre, enfin, de ci, de là, parce qu'il faut faire des tuyaux pour la maison du roi ou autre. On fait venir quelqu'un de très savant, parce que faire des tuyaux, c'est incroyablement compliqué. Je ne sais pas si vous avez essayé. Faire des borneaux comme ça, faire des borneaux de 40 cm, ça va. Mais faire des borneaux d'1 mètre, c'est déjà bien plus compliqué. Et ce sont généralement, d'ailleurs, à la fin du Moyen-Âge, à l'époque moderne, ce sont des faïenciers qui font ça. C'est assez curieux, hein. Ils font des très belles faïences et des tuyaux de poterie pour les fontaines. Bon, bref, au tout début du XIVe siècle, ça s'effondre. Dans les années 1340, il n'y en a plus. Bien. Et il faut attendre l'extrême fin du XVIIe avec Saint-Jean-du-Désert pour avoir un retour d'activité céramique significatif. Puis au XVIIIe siècle, la floraison extraordinaire de la faïence de Marseille. Ce qui fait des fausses continuités. Tout dépend de la hauteur à laquelle on se place pour regarder les choses. Quand on est très haut, on se dit, oh ben tiens, à Marseille, depuis l'Antiquité, finalement, on trouve des traces de fabrication. Mais quand on regarde, il y a quand même des temps d'intermittence qui sont très grands. Parfois très grands. Mais que se passe-t-il? Le marché s'est déplacé. J'emploie à dessein le terme de marché, parce que tout ça, c'est de l'économie. Hein. De quelque façon qu'on le regarde, administré à certains niveaux, à certains moments, à d'autres, aidé, soutenu, ce sont des problématiques extrêmement contemporaines, si je puis me permettre. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le marché s'est déplacé. Le marché de ces produits qui étaient somme toute relativement sophistiqués, il s'est transposé à l'endroit où se situe le plus grand pouvoir de l'Occident du temps, il s'est transporté à Avignon. Quand les papes s'installent à Avignon, réellement dans les années 1310, réellement, quand on commence les campagnes de construction du Palais des Papes, etc., là, on se trouve avec des ateliers. Alors, ça va booster les ateliers de Saint-Quentin, les ateliers de l'Uzège, de façon plus générale, et ça va aussi entraîner la création à Avignon même, dans le bourg des Olliers, comme son nom l'indique. C'est comme à Marseille, hein. Le bourg de Sainte-Barbe s'appelait le bourg des Olliers, c'est-à-dire le bourg des fabricants de marmites, qui ne faisaient d'ailleurs pas de marmites, mais le céramiste au Moyen-Âge, c'est un ollier, un olérius, un fabricant de marmites, même s'il fait autre chose. Ça sera plus tard un faiseur d'houles, avant de devenir un potier à terre. Entre-temps, il a été un escudelier. À la fin du XVe siècle, il devient un faiseur d'écuelles, parce qu'ils se mettent à fabriquer massivement des écuelles, et que ce qui témoigne d'une évolution des manières de table, enfin, elles sont encore assez rustiques, mais d'une pratique alimentaire différente, du pot, de la marmite, plus ou moins collective, et des tailloirs en bois, on passe à une appropriation privée de la nourriture dans un rituel de table un peu plus sophistiqué qu'il ne l'était auparavant. Et plus on va aller dans le temps, on va passer ensuite à l'assiette. Hein, je veux dire, là, cet après-midi, on avait cet exemple extraordinaire. On était sur le monastère de la Selle, sur les dépotoirs du monastère de la Selle dans le Var. C'est pas n'importe qui, les dames de la Selle, c'est l'aristocratie. Hein. Et donc, c'était très amusant.
c'est qu'on voyait ce passage, on avait la traduction de ce passage, au début du XVIIe siècle, de magnifiques écuelles à oreilles, avec des décors d'engobe mêlée splendides sur une argile très cuite, bassin de Saint-Maximin, Brignoles. Et plus en avant, dans le XVIIe siècle, on voyait les assiettes de ces dames, avec les mêmes décors, avec de très très beaux décors peignés, absolument, qui ressemblent d'ailleurs à ceux de Maine, en Languedoc, alors qu'ils sont probablement de production locale. Enfin, il faut qu'on regarde un peu plus près les pattes. Donc, vous voyez, vous avez ce déplacement du marché, on passe dans l'orbite avignonnaise, où les productions de luxe, et les productions moins luxueuses, parce qu'il faut quand même fournir le nécessaire à tous les gens qui sont là pour entretenir la chrétienté triomphante, vous avez un déplacement du marché. Un autre grand, si on parle d'économie, un autre grand temps dans l'histoire de l'économie de la céramique dans nos régions, c'est la naissance des ateliers sur l'eau, vers 1500. Là, c'est vraiment quelque chose de très important, quelque chose d'absolument essentiel. Il y a eu un développement, on vient d'en parler, de la production des écuelles. Un potier, c'est un Escudellerius, un fabricant d'écuelles, parce que les gens veulent maintenant avoir des écuelles. C'est connexe avec l'affaiblissement de la production d'écuelles de bois tourné. L'effondrement des forêts de buis, on rejoint des problématiques environnementales, l'effondrement des forêts de buis à partir du milieu du XIIIe siècle, leur réduction en superficie, même s'il est resté à Éguines et dans la région de Tours, il est resté des vieux buis, fait qu'il fallait trouver aussi des produits de remplacement. Alors donc on a vers 1500, mais malheureusement, on ne sait pas par qui ça a été fait, tout d'un coup, peut-être même en 1498, quelque chose comme ça, on voit apparaître à Fréjus toute une série d'ateliers qui font de la céramique sur pâte calcaire. On n'est plus dans le réfractaire. On continue à faire des marmites dans l'usage, on continue à en faire à Ollières, c'est la fin de production, mais surtout, la production de réfractaires s'est déplacée vers Biot-Valoris. Parce qu'on a à Biot-Valoris, dans les quartiers du territoire, on a des argiles réfractaires d'une qualité extraordinaire. Et on a l'incroyable avantage d'être sur l'eau. On a les ports à portée de main. La plage de la Brague, pour Biot et Valoris, c'est une plage, puisqu'un port, c'est surtout une plage d'abord, jusqu'à très tard. Les plages de Saint-Tropez, par exemple, sont restées des ports, des lieux d'atterrissage, au sens propre du terme, jusqu'à une période récente, assez récente, avant Brigitte Bardot, quoi. Et donc, vous avez des terres de très bonne qualité, un regroupement d'artisans extrêmement nombreux dès le départ, une très belle production dans tous les secteurs, dans tous les compartiments de la production, une très belle production, un accès au marché. Alors, je prends le cas de Fréjus parce que c'est un des plus intéressants. À Fréjus, le Biot aussi, c'est fascinant. On ne sait pas d'où viennent ces gens. On ne sait pas. Il se trouve qu'il y a un grand trou dans les archives, qui aussi bien communal que notarial et autres, qui permettrait de comprendre d'où sont... Ce n'est pas une génération spontanée. Or, que font les gens de Fréjus? Ils font des écuelles, ils deviennent en très peu de temps les premiers fournisseurs de toute la façade portuaire et rhodanienne de la Provence. On a des écuelles de Fréjus qui arrivent à Arles par dizaines de milliers, à Marseille également. Vous avez des bateaux entiers. Et il se trouve qu'il y en a un ou deux qui ont eu la gentillesse de couler et qu'on a pu les fouiller. Donc on sait que sur je ne sais plus quelle base, c'est l'épave des Sardinots, je crois qu'il y avait je ne sais plus combien de milliers d'écuelles. Et on voit très bien dans les comptes d'imposition du port de Marseille, on voit très bien arriver ces écuelles, ainsi que d'autres produits. Et l'autre production majeure de Fréjus, ce sont les jarres. Et alors là, c'est encore plus invraisemblable, parce que le modèle de l'écuelle, on peut dire transposition du bois, de l'étain, de modèle italien, de ce que vous voulez. Mais les jarres, personne ne fait des jarres comme on en a fait à Fréjus et à Biot. Personne. Les plus proches cousins, ce sont les Espagnols. Mais en fait, pas du tout. Elles ne ressemblent pas, les jarres espagnoles, les jarres catalanes, les jarres valenciennes. Elles ne ressemblent pas du tout à celles qu'on a fait à Fréjus ou à Biot. Absolument pas.
En plus, avec ces systèmes invraisemblables de tampons jusqu'au milieu du XVIIIe, un peu avant. Les jarres anciennes, les jarres de Fréjus de Biot sont marquées de timbres, d'un certain nombre de timbres. On en a parfois des quantités invraisemblables, mais ça ne correspond pas ni à une quantité, ni à une qualité, ni rien. On ne sait pas ce que c'est, mais on a, par recoupement, tout un tas de gens se sont acharnés là-dessus. On a fini par conclure que l'ego des potiers y était pour quelque chose. Après, il y a des associations, parce qu'on voit que... Ah oui, ça, les potiers ont un ego extraordinaire. Je peux vous raconter quelques belles histoires. Mais bon, on ne va pas vous embêter avec ça. Quoique ce serait croustillant parfois. Je pense à ce potier de Bédouin qui se fait injurier dans son atelier en 1427 par un piémontais et qui lui dit, je vous traduis du provençal du XVe siècle, qui lui dit « Va donc, et piémontais », ça veut dire ce que vous voulez, bâtard de ce que vous voulez, va baiser ta mère qui est au bordel à Avignon où elle gagne l'argent pour te payer ton vernis, ton altifou. Vous voyez, donc il y a quand même des épisodes croustillants dans tout ça, et c'est pas les seuls, parce que les potiers du temps avaient quand même un caractère assez vif, il faut le dire. Je ne sais pas si aujourd'hui c'est toujours vrai. Peut-être qu'ils ont simplement mauvais caractère aujourd'hui, pas tous. Et donc, où en étais-je ? Oui, donc on fabrique des jarres, on ne sait pas d'où viennent ces gens. Mais il y a vraiment des modèles du XVIe siècle, XVIIe siècle, XVIIIe siècle. On voit bien évoluer les formes, les modèles, etc. On voit bien les transitions. On ne sait pas d'où viennent. Ce qu'on sait, en revanche, c'est que ces jarres qui sont des objets à tout faire, on peut y mettre de la farine, ce que vous voulez, mais quand même, elles correspondent elles répondent à un besoin. Il y a une demande pour une oléiculture qui est en pleine expansion à la fin du XVe siècle. Donc on voit exploser le développement des olivettes, et pendant tout le XVIe siècle, avec en même temps une pression démographique qui s'accentue considérablement. Et ce développement des olivettes fait qu'il faut stocker les huiles. Et que pour stocker les huiles, le mieux, c'est quand même une jarre bien vernissée. Et la jarre, c'est du modelé, il ne faut jamais l'oublier. Les jarres comme ça, c'est modelé. Donc c'est le colombin posé sur le bras. Si vous êtes gaucher, droitier, c'est pas la même chose. Enfin bon... Et vous imaginez les fours qu'il faut pour faire cuire ça ? Quand on a fait la fouille de l'îlot Mangin à Fréjus, c'était fascinant parce qu'on est tombé sur un four double pour justement des jarres. Il n'y avait pas que des jarres, il y avait d'autres choses, mais c'était vraiment de belles choses. Et quand vous connaissez les fours espagnols de Castilla-La Mancha, où on faisait les fours cathédrales, qui sont vraiment des fours cathédrales, vous avez des jarres qui font jusqu'à 10 mètres de haut, vous dites qu'au point de vue de la technique, bon bref, passons, on s'éloigne du sujet. Donc vous avez une fabrication de jarres. À Biot, c'est la même chose, on vous fait du culinaire, de la marmite, du pot à cuire, du tout pain et des jarres. Alors, Fréjus, XVIe siècle, et Biot, c'est équivalent, ce sont des empires. Biot envoie ses jarres par centaines en Ligurie, et d'ailleurs bien plus loin. Fréjus en expédie dans toute la Provence centrale vers Marseille. Il y a une espèce de semi-partage des marchés, parce que c'est vraiment des marchés. Et ce sont quand même des quantités. Et au total, ça génère, ça brasse, en numéraire, ça brasse quand même pas mal d'argent. Donc ce sont des activités qui sont des vrais success stories. Alors, Fréjus, sa production au XVIIe se maintient à un très bon niveau, toujours avec une belle orientation vers Marseille et la Provence côtière. Elle baisse doucement dans le XVIIIe siècle, dans le XIXe siècle, mais elle s'éteint. Dernier atelier de Fréjus, 1957 devait être une date fatale. Bédouin, dernier potier de Fréjus, 1957 aussi. Qui s'en souvient ? C'est pas si vieux. Biot, curieusement, Biot a terminé sa carrière avant. Biot qui a été un empire méditerranéen de la jarre. Vous avez des jarres de Biot, on a pas mal publié là-dessus. Si vous voulez vous cultiver un jour, regardez un petit peu sur Internet, vous allez trouver Amourik, Valory, Co, V7, etc. Vous allez trouver toutes sortes de petits ouvrages ou moins petits, où vous aurez un tas de considérations là-dessus, sur l'histoire et sur la diffusion des jarres. On a fait un très beau colloque sur les jarres, où on a montré justement cette dispersion. Quand vous êtes à Chypre, à Nicosie, contre la cathédrale de Nicosie, vous avez des jarres de Biot partout. Quand vous êtes au fin fond du Magne, en Grèce, vous avez des jarres de Biot partout. Bon, on a surtout du 19e,
parce que c'est ce qui a le mieux résisté. Mais si vous cherchez bien, vous êtes à Sidon, à Saïda, au Liban, vous avez, dans la savonnerie du coin, vous avez des jarres du 18e. On a des jarres du 18e un peu partout, de biote, essentiellement, jusqu'en Amérique du Nord, bien évidemment, et dans les îles françaises et la Guyane. Bon, ça, c'est les marchés coloniaux, c'est les marchés captifs. Il ne faut jamais perdre de vue ce type de marché. On y revient une seconde avec un exemple, et après, peut-être que je vais vous lâcher la grappe. On pourra parler d'autres choses de façon plus libre. Donc, vous avez la naissance de ces ateliers sur l'eau, et ça, c'est vraiment une révolution. C'est quelque chose de fondamental. Autre grand phénomène intéressant qui nous intéresse ici, dans ce territoire, dans les toutes premières années, première décennie du XVIIe siècle, c'est ce qu'on appelle les vernissées de l'Uvonne, les terres vernissées de l'Uvonne. Alors ça, c'est une histoire qui demande à être creusée. Je creuse, au sens propre et figuré d'ailleurs, et on n'arrive pas à tout à fait comprendre où c'est né en premier, parce que Saint-Zacharie, Aubagne, Auriol, on est là à se tirer la bourre. Est-ce que j'ai commencé avant ou est-ce que j'ai commencé après? Ceci étant dit, qu'est-ce qui s'est passé dans la fin du XVIe siècle? À la fin du XVIe siècle, je ne vous ai pas parlé des échanges internationaux, vraiment, jusqu'ici. Mais il faut savoir que la céramique de luxe, elle est au XIIIe, XIVe siècle, elle est soit espagnole, les lustres métalliques, par exemple, de Paterna, ou elle est italienne avec les vertes brunes de Pise. Je prends deux exemples, mais il y en a d'autres, hein, ou les bleus et bruns de la région de Florence, ou quelques maïoliques siciliennes, très anciennes. Je vous passe, je vous ai pas parlé de ce qui venait d'Afrique du Nord plus anciennement, au XIe, XIIe. Mais ce sont des poussières de produits, c'est le très grand luxe, sauf qu'en Espagne, au XIVe, c'est encore relativement luxueux, au XVe siècle, ça devient de la cavalerie attrayante, hein, émail stanifère, bel émail stanifère, sur des écuelles, beau décor au cobalt, avec ou sans lustre métallique, clinquant à souhait. Et vous avez les ateliers de Valence qui sont gigantesques, avec des fours incroyables pour cette période-là, qui vous envoient des bateaux entiers de cette céramique. Barcelone dans une moindre mesure, mais vous avez des bateaux entiers. Ça, c'est pour les céramiques luxe milieu de gamme. À la fin du XVIe siècle, ce sont les Pisans qui prennent la main. Pour la Provence en tout cas, ce sont eux qui prennent la main. Avec deux catégories de produits. Les stecca pisanes, alors je ne sais pas si vous voyez ce que c'est généralement des bols ou des jattes avec un décor qui est enlevé à l'estec, c'est pour ça qu'on appelle stecca, un décor de fleurs stylisées, de végétaux, des décors rayonnants, il y a toute une typologie. C'est de très belle qualité. Bon, on aime ou on n'aime pas, mais c'est de très belle qualité avec un superbe vernis, que ce soit vert ou brun. Bien. Vous avez également, à cette époque-là, le développement des marmorizzate, donc des marbrés pisanes, des formes toujours simples, déjà des choses extrêmement bien tournées, incroyablement bien cuites, avec des décors de berlingot, là, des décors d'engobe mêlés, mais très très jolis, très serrés, et un vernis appliqué direct à l'extérieur, un vernis appliqué directement sur la terre. Hein. On a un engobe à l'intérieur, à l'extérieur. Et bien entendu, ces produits qui sont incroyablement attrayants, je vous invite à regarder ce que nous avons publié dans 20 000 pots sous les mers, l'épave de la Revelata par exemple. Vous avez une épave entière de ces pisanes. On est à la fin du XVIe siècle. Je les ai tenus dans mes mains, on les a exposés. Et à chaque fois, je me dis, mais la qualité de ces choses qui sonnent encore comme si elles sortaient du four, c'est incroyable. Bon. Évidemment, ça a eu un certain succès. Et évidemment, les potiers provençaux, ils ont tiré la langue parce que leurs pauvres écuelles de Fréjus, pas décorées, elles étaient généralement jaunasses. Hein, et bien, ils tenaient pas, ils faisaient pas le poids. Alors, qu'est-ce qui s'était passé? Eh bien, les Provençaux, ils ont dit, on n'est pas plus cons qu'eux, hein, ce qu'ils font, on doit pouvoir le faire. Et ils l'ont fait. Et ils l'ont fait, au début, à Moustier. Parce qu'avant la grande catastrophe faïencière de Moustier, donc avant les années 1670, Moustier a une tradition
que j'ai été le premier à montrer pour la fin du XVe siècle. Hein. Les premiers potiers de Moustier commencent à travailler dans les années 1480-90. Et ensuite, ils ont fait de la terre vernissée. Ils ont d'ailleurs continué à faire de la terre vernissée pendant que la faïence se développait, et d'ailleurs parallèlement, en moindre quantité. Donc ils ont fait des engobes mêlés, et ils ont fait aussi autre production pisane à l'oiseau, à la tulipe, à ce que vous voulez, des incisés sur engobe avec un beau vernis. Et ils ont copié les pisans. Alors là, on a un problème de documentation. On ne sait pas si on n'a pas fait venir quelques pisans pour apprendre la chose, ou si on s'est contenté de copier ce qu'on avait, ce qui n'était pas sorcier au demeurant. Et ce sont des gens de Moustier qui sont venus à Aubagne, à Auriol, à Saint-Zacharie, dans les années 1610-1620, puis ensuite partout, dans toute la Provence, qui sont venus apporter cette mode italienne et qui en ont fait un objet provençal. Les vernissées de Luvonne, qu'elles soient incisées ou qu'elles soient sur engobe mêlée, sous engobe mêlée, sont de superbe qualité. Ça a eu un succès incroyable. Et ce qui est marrant, c'est que les Provençaux ont exporté plus de ces choses-là, on en trouve plus en diffusion qu'on ne trouve de pisane d'une qualité pourtant supérieure. C'est intéressant, voilà une question de marché. Hein. On a fait mieux que vous. On a fait moins bien techniquement, mais on a peut-être une économie plus dynamique. Marseille est plus important que Pise à cette époque-là. Hein. On bascule d'un monde à l'autre. On a un terrain économique, on a une puissance de feu derrière, on a des flottes, on a des gens qui sont capables de transmettre. Et ces céramiques, elles ont eu un tel succès que, évidemment, la demande a cru. Et la difficulté, c'est qu'on ne peut pas mécaniser. Genre, si vous voulez faire des engobes mêlés un peu chichiteux, si vous voulez faire des décors incisés chichiteux, ça prend du temps. Et vous ne pouvez pas fournir à la demande. Donc, qu'est-ce qui se passe pendant tout le XVIIIe siècle? On voit se réduire petit à petit les décors d'engobe mêlés jusqu'à ne plus avoir qu'un simple nœud d'engobe ou deux dans le fond du plat d'équipage, par exemple. On a de très beaux plats d'équipage 18e en Martinique où on a fouillé et où on est en fin d'évolution. En fait, la fin d'évolution, c'est avant la guerre de 14, Saint-Zacharie au Bagne, où on a ces plats d'équipage, ces jattes avec un simple décor de nœud d'engobe. Et de la même façon, bon, ça c'est pour les engobes mêlés, de la même façon, on a d'abord simplifié les décors incisés, et puis ils ont pratiquement disparu dans le XVIIIe siècle. Donc il y a eu une adaptation au marché, aux besoins, aux demandes. Hein. Donc, sous la pression des fourches italiennes, il y a eu une adaptation. Alors, une autre histoire intéressante, puisqu'on parle de concurrence, il y a quand même la grande affaire dans les phénomènes de concurrence, d'étripage sur un marché restreint, c'est l'affaire du XVIIIe siècle, c'est l'affaire des albisola à taches noires. Alors vous connaissez peut-être ou vous ne connaissez pas. Ces céramiques qui sont produites, maintenant on arrive à préciser un peu D'ailleurs ce qui est amusant, c'est nous qui précisons les chronologies des ateliers de Ligurie. C'est par les découvertes archéologiques bien datées de chez nous qu'eux arrivent à dater leur production plus finement. Donc à partir de la fin du XVIIe siècle, les Italiens ont développé, les gens d'Albisola et de Savone, ont développé une production de céramique à pâte rouge très cuite, très sonore, très fine, une très belle production de terre vernissée, qui est décorée à la diable de grands traits de manganèse, de chlup, comme ça, mais c'est très bien cuit. Il y a des formes d'orfèvrerie, par exemple la terrine, c'est une forme d'orfèvrerie extrêmement simplifiée, et il y a toute la puissance de feu des ateliers d'Albisola Savone. Au moment dans les années 1800, il y a 80 ateliers qui produisent à Albisola, et qui produisent essentiellement de la terraille noire d'Albisola, ce qu'on appelle la terraille noire, la terraille nera, ce qu'on appelle couleur café aussi. On dit faïence, ça n'en est pas. C'est une terre vernissée fine, mais ça a toujours été ambigu, ça a un statut intermédiaire. Et ça, c'est à partir de la fin du XVIIe. Qu'ont fait les savonniers? Ils sont venus vendre chez nous.
Et ça a été facilité par le statut de port franc de Marseille. Marseille est port franc, Louis XIV l'a voulu, et d'un point de vue d'économie globale, c'était une bonne idée. Les producteurs régionaux sont à l'agonie instantanément, puisque les Savonnais, comme on les appelle, les Ligures, les Génois, on les appelle les Génois aussi, surtout d'ailleurs. Les Génois, ils arrivent à Marseille, ploup, 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 avec leur tartane, remplis à ras-bord de leur production. Ils n'ont pas de maison, puisqu'ils habitent dans leur tartane. Ils se mettent dans le port de Marseille et vendent que je te vends, que je te vends, que je te vends. Donc, à partir des années 1710, je vous conseille, si vous le trouvez, j'en ai encore quelques exemplaires, c'était une des belles productions des premières années d'Argila. Un goût d'Italie, 1993. Alors, il y a une ou deux erreurs dedans, mais il y a quelques beaux articles, et en particulier, il y en a un là-dessus, où vous voyez le développement les étripages autour de ces faïences grossières, ces terrailles, avec des étripages qui datent des années 1710-1713, et ça se conclut dans les années 1760, parce que le conseil du roi dit « Mais enfin, c'est un port franc, qu'est-ce que vous avez qu'à faire comme eux ?» Ce qui était un peu facile comme réponse. Les échevins de Marseille disent « Mais vous dites qu'ils ne payent pas les droits, mais est-ce que vous voulez payer ?» Parce que c'est un des grands jeux, une des occupations favorites des Provençaux, c'est de ne pas payer les impôts. Donc, d'essayer toujours de ne pas payer de taxes ni d'impôts. Ce qui ne veut pas dire qu'ils n'en étaient pas accablés, mais bon. Et donc, ça se termine dans les années 1760 par une émeute sur le port de Marseille. Les faïenciers marseillais exaspérés attaquent les bateaux génois et les vident dans le port de Marseille. Je ne vous dis pas, ça fait... vous avez la même chose avec les fraises, tout ce que vous voulez actuellement. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on est arrivé à un niveau d'exacerbation. Or, si vous réfléchissez bien, on est sur deux secteurs économiques complètement différents. Vous avez l'Albissola, la tache noire, c'est une terre vernissée très fine, et ceux qui réagissent, ce sont les faïenciers marseillais qui font... Bon, ils font du blanc. N'oubliez jamais que Moustier, comme les Marseillais, comme tous les fabricants de faïence de la création, ont fait 80% de blanc pour 20% de décoré. Évidemment, ce n'est pas avec le blanc qu'est gagné de l'argent, hein, mais c'est avec le décoré sur la valeur ajoutée, la plus-value que ça leur donnait, qui était considérable. Mais ce qui est curieux, c'est que ce sont les faïenciers qui réagissent, alors qu'on n'est pas du tout sur les mêmes créneaux. Mais il y a un engouement pour la couleur café. Avec l'arrivée du café, Marseille a été la deuxième ville de France à avoir des cafés, très tôt. Avec le développement de... La couleur café est devenue quelque chose qui est à la mode. Et vous prenez n'importe quel inventaire de domestique, provençal, languedocien, etc. Vous avez de la terraille de Gênes sous toutes sortes d'appellations partout. Vous avez également, un peu moins, mais vous avez également ce qu'on appelle des assiettes de Rome. Les assiettes de Rome sont des assiettes, essentiellement, 95%, ce sont des assiettes qui doivent peser 750 grammes pièce, donc vous voyez, c'est de la fine porcelaine, hein, avec un émail épouvantable, un émail blanchâtre, grisâtre, qui ne tient pas, c'est un des grands défauts des terres de Savone et d'Albisso, là, des terres blanches, hein, des terres à support de faïence, elles ne tiennent pas l'émail. Donc on les reconnaît, comme d'ailleurs certaines faïences de Delft qui ne tiennent pas du tout l'émail, et ce qui fait que dans un certain nombre de cas, quand on a que des petits bouts, on peut confondre facilement l'un et l'autre. Enfin, sauf que Savone, c'est encore pire. Mais il y a ces assiettes qui se fabriquent à Savone, qu'on appelle des assiettes de Rome, parce qu'on fait une production un peu similaire à Rome, mais c'est tout ça, du coup, ça s'appelle assiette de Rome. Et ça permet à des gens de très peu de revenus le luxe de manger dans du blanc. Ça, c'est quelque chose. On est dans l'idéologie pure, parce que le marché des choses matérielles, c'est une chose, le marché des matières premières, le marché des produits finis, mais vous avez toute l'idéologie qui est derrière, hein. Il y a la mode qui traverse les époques, le goût, les évolutions du goût. On a vu arriver, je vous ai épargné l'arrivée de Andreas Nico et de son copain Petrus de Meriado, un Pisan, un Savonais, un Pisano-Savonais qui s'installe à Manosque en 1488 et qui ont créé la première école de céramique provençale, le premier centre de formation professionnelle provençale. Ces gens qui savaient faire des ogives bleues, qui savaient faire tout, c'est eux qui ont formé ceux qui sont le premier d'Aubagne.
C'est eux qui ont formé les premiers de Riance, de Barjols, d'Aix, etc. Donc c'est à eux, donc un transfert de savoir-faire pisano-ligure et à la formation d'une première vague d'apprentis, puis d'une seconde vague d'apprentis. On a comme ça une quarantaine de potiers formés à Manosque qui ont essaimé dans toute la Provence. Et ça, c'est ce que je sais, parce qu'on en trouve de temps en temps la trace d'un nouveau à droite ou à gauche. Bon, bref, voilà une crise paroxystique qui s'est poursuivie pendant tout le XVIIIe siècle. Au point que, au début du 19e, enfin, en l'an 12, donc, on est en 1803 ou 1804, je ne me souviens plus, le préfet du Var et la société d'émulation, ne sachant plus que faire, la seule solution qu'ils trouvent, c'est de lancer un concours pour imiter les terrailles noires d'Albisso. Il faut que vous imitiez les terrailles noires d'Albisso, là, SVP au secours. Mais il est déjà trop tard, si j'ose dire, puisque les Génois sont installés partout dès le XVIIIe. Ils sont installés, vous avez toutes sortes de familles, les Sirombra, les Gambetta, enfin toute une série. Dans tout le Languedoc et toute la Provence, ils sont partout. Ils commercent des produits de Gênes, dits de Gênes, et comme ils ne sont pas cons, ils se rendent maîtres aussi d'une grande partie de la production des faïenciers marseillais et de moustiers. On estime qu'à la fin du XVIIIe, ils contrôlent, selon les années, entre 30 et 40% de la production de moustiers qu'ils vont relayer, qu'ils vont diffuser en même temps que leurs produits. Et ce mouvement s'est accentué un peu plus tard, en 1820, quand le gouvernement français, excédé par les trépignements des potiers du Midi, du Grand Midi, décide d'interdire, de taxer à 100% les importations d'Albissol à tache noire. Mais les familles sont déjà là, depuis longtemps. Et donc à ce moment-là, elle crée des fabriques d'Albissol à tache noire en Provence, en Languedoc. Il y en avait depuis longtemps. Il y en a eu à Narbonne, il y en a eu une très célèbre qu'on a étudiée avec, on a publié là-dedans un article, un papier. À Jouques, par exemple, la fabrique de Villémus sur le plateau de Bède, on a l'état des potiers qui travaillent là et des potières qui travaillent là, enfin des ouvrières qui travaillent là. Dans la première génération, elles viennent en direct. On les a prises à Albisso, là, et on les a transposées à Villémus. Et ainsi de suite dans toute la Provence et dans tout le Grand Midi. C'est costaud, hein, c'est costaud comme affrontement. On a été sauvé, si j'ose dire, ou perdu définitivement par la faïence fine anglaise. Donc, c'est une histoire qui commence en Angleterre dans les années 1740-50, vraiment, qui se développe. Donc là, on a un gros souci, parce que la faïence fine anglaise, on n'est pas plus d'émail stanifère, on est sous couverte, hein, avec en plus la mise au point des décors de transfert, dans lesquels nous excellerons par la suite. Mais en attendant, à ce moment-là, on tire la langue. La faïence fine qui nous taille des croupières, parce qu'il nous donne du blanc avec des décors mains, puis des décors de transfert. C'est attrayant, hein, le motif du sol, le willow pattern. Vous savez, c'est inspiré de la Chine. Vous avez ces décors de transfert splutch. Vous avez un pont, un pagodon, un personnage qui court. Enfin, ça raconte une histoire. Personne ne sait ce qu'il raconte exactement en Occident, mais ça raconte une histoire en Chine. Et ce willow pattern a fait des ravages dans le secteur de la production céramique française en général. Et il a fallu attendre que des Anglais s'installent à Paris et en Normandie, puis ensuite que des Français récupèrent ces technologies, qu'on développe une production de décors de transfert qui soit acceptable pour pouvoir concurrencer ou rétablir une forme de concurrence, avec sans arrêt les mêmes discours sur les taxations, le prix du travail, ça vous rappellera des choses, hein. Le prix du travail, je pourrais vous en citer des kilomètres, tout au long de l'époque moderne, tout au long du 19e siècle, tout au long du 20e siècle, on ne parle que du coût du travail, que du prix des taxes, que du prix du transport, que du prix des matières premières qui est grévé par-ci, par-mi. Bon, bref. Ce qui n'a pas empêché que certaines productions aient été
aient été des success stories. Les productions françaises, on a développé des fabriques équivalentes. En revanche, vous comptez les morts. Au fil du temps, vous comptez les morts. La faïencerie marseillaise, dans la crise économique des années 1780, elle est moribonde. Elle est morte au moment de la Révolution. Il reste Martin, mais Martin, il fait de la faïence fine, façon apte, sans décor, en tout cas sans décor de peint ni de transfert, avec simplement des décors moulés sur des formes d'orfèvrerie. Hein, donc ça s'est prolongé. Mais Apt est mort. Apt vient de mourir. Les dernières fabriques traditionnelles d'Apt sont mortes. Les fabriques de Marseille sont mortes. Il a fallu attendre les années 20 pour avoir une relance de la production à Saint-Jean-du-Désert, dans un lieu historique, en tout cas, puisque c'est là qu'il y a eu le premier transfert des artisans de Moustier vers le marché. Moustier reste un succès jusqu'à la période révolutionnaire, reste un très grand succès économique, alors que vous voyez où c'est placé, Moustier. Hein, je vais dire, en plus, leur étain et leur plomb vient par Marseille. Il y a quelques transitaires qui accaparent d'ailleurs ce marché, qui font monter les prix. Il faut le monter là-haut, à Moustier, tout ça. Le sable de Verrerie également, il n'est pas fait à Moustier. Donc tout ça, ça a des coûts. Mais les faïenciers de Moustier sont incroyablement bien organisés et ils ont des réseaux de distribution et une politique. Quand vous lisez les archives de la fabrique Berbegier-Ferraud qui sont déposées au musée Arbaud, c'est fascinant de voir les envois d'échantillons perpétuellement. On envoie des échantillons à Madame Machin, revendeuse à Grenoble, à Madame Trucmuche, revendeuse à Trifouilly-les-Oies. Enfin, vous voyez qu'ils ont un réseau de revendeurs qui est incroyablement structuré et qu'ils ont une politique dynamique de communication sur leurs produits, sur la qualité de leurs produits, et qu'ils annoncent qu'ils sont prêts, selon la quantité commandée, à faire de gros efforts, de gros rabais, des choses comme ça. Donc une politique très dynamique qui explique que là où c'est placé, sachant qu'on descend tout ça par à dos de mule jusqu'au port de Manosque, qu'on le met ensuite sur des radeaux jusqu'à la foire de Beaucaire, vous imaginez les coûts de transport. Et bien malgré ça, ça a été un succès incroyable. On a de la faïence de Moustier. Bon, c'est normal dans les colonies françaises, on en a au Canada, on en a en Louisiane, au 18e, hein, mais on en a partout. Et alors que vous avez une production italienne très dynamique, vous voyez qu'on envoie de la faïence de Moustier, et d'ailleurs de Marseille, dans des zones qui sont très bien dotées. Mais ça, c'est la question de la nouveauté du produit par rapport au disponible. Hein, problématique dont on parlait l'autre, la différence. C'est le semblable et le différent. Et vous savez qu'il est toujours important que le semblable... Voilà. Bon. Donc, je ne sais plus ce que j'allais dire là. Comme j'ai beaucoup vapoté, hein. Ben, je vous ai épargné le XXe siècle. Ce serait pourtant intéressant parce que la problématique de la concurrence italienne, je prends celle-là, mais on pourrait en prendre d'autres, elle est centrale. Dans les années 20, dans les années 30, vous avez sans arrêt, on dénonce la concurrence de l'Italie, puis de la Tchécoslovaquie, puis des fabriques allemandes, puis des fabriques d'Europe centrale en général, de la Hongrie, hein, de Zolnay, qui pourtant faisait de la porcelaine essentiellement, a été considéré à un moment comme un grand concurrent. Bref, ce qui n'a pas empêché un tissu industriel de se maintenir, puis petit à petit de mourir. On a parlé tout à l'heure des terres cuites d'architecture, parce que c'est particulièrement incroyable d'imaginer qu'avec la puissance matérielle et financière qu'il y avait derrière la SGTM, qu'on ait pu arriver à rien. Alors, des petites entreprises comme Procérable, qui n'étaient pas si petites, qui ont été pionnières en Europe sur le marché de la céramique publicitaire, c'est parfois plus étonnant. Mais bon, là, on pourrait parler du vieillissement de l'outil de production, d'une mauvaise structure capitalistique ou pas dynamique, d'un certain nombre de choses comme ça, de très mauvais choix de gouvernance, pour parler contemporain, qui expliquent beaucoup de choses, mais pas seulement. Bon, on s'arrête là, et puis si vous avez encore des questions à poser, on peut en parler pendant des heures et des heures, mais je vous ai épargné la conférence. J'ai parlé beaucoup trop, j'aurais pu finalement vous mettre des images, au moins ça vous aurait distrait. Merci beaucoup. Je vous conseille vraiment la lecture des petits articles qui concernent les histoires d'Albisso la Savonne. Dans celui-là, mais dans tous, vous avez des choses passionnantes qui vous intéresseraient. Un ouvrage que vous devriez avoir pour les professeurs, les élèves et les amateurs, que vous devriez avoir dans votre bibliothèque, c'est 20 000 pots sous les mers. 20 000 pots sous les mers qui raconte justement sur un millénaire, vu de la Provence et du Languedoc,
ce qu'il en a été des échanges et donc des dynamiques commerciales et économiques, donc commerciales et dynamiques humaines sur ce millénaire en Provence. Et c'est toujours terriblement d'actualité. Voilà, ça je vous le conseille, hein, vraiment je vous le conseille. Je suis vraiment désolé d'avoir été aussi fourre-tout, mais la question des convulsions, on pourrait en parler longuement. C'est déstructuré, mais bon, j'ai pêché par là 2-3 bricoles, qu'il s'agisse des matières premières, des rapports, des transferts de savoir-faire, des mouvements, des mouvements humains qui accompagnent ou sous-tendent toutes ces innovations. Et puis, du fait, le constat que nous sommes mortels, bon ça je le sais, je n'y fais pas, mais que cet artisanat, cette industrie est potentiellement mortel, et ça, je ne m'y fais pas, personnellement. Merci beaucoup, Henri. Alors, il y a un entrepreneur qui veut réagir. C'est difficile de dire quoi que ce soit derrière, parce que ça va être lamentablement petit. Mais non, parce que notre ami Bébel, il a plein de choses à raconter. Ouais, ça sera actuel. Donc, Non. on peut peut-être... Mais je veux dire que c'était une expérience intéressante. Tu vois, avec Philippe, ça a été une expérience intéressante, 91, 93, 95. Et c'est là que tu avais recommencé à développer tes gammes justement dans Gobe Mêlé, en regardant ces objets archéologiques. Hein. Voilà. Et tout à fait décoracisé, puisque ton logo, c'est Cucuron. On n'a pas parlé de tous ces petits ateliers de proximité qui ont essayé de se faire des marchés par rapport à d'autres. Oui. C'était... Ah oui, il y a beaucoup à pêcher là-dedans. Quand on a constitué la collection d'Aubagne, qui malheureusement est au point mort, semble-t-il, ce qui est une véritable tragédie, il y avait par exemple, c'était au départ une des idées, hein, qui était, il y a là-dedans des sources d'inspiration pour les producteurs du territoire. Que ce soit dans les objets, dans les formes, que ce soit dans les techniques, que ce soit dans les décors. Et il y a même il y a énormément de poncifs. Par exemple, je pense aux 4200 dessins et poncifs de l'atelier Gastine, où il y a de tout. Il y a des abominations à vous faire frémir jusqu'à la fin de vos jours, d'avoir des soubresauts, mais il y a aussi des belles choses, des choses intéressantes. Tout ça, ce sont des sources d'inspiration. Hein, cette collection, comme d'autres collections, sont des sources d'inspiration. De la même façon que j'ai pas du tout parlé du Santon, mais juste si je peux dire d'un mot, sans raconter l'histoire du Santon, avec le Santon, nous sommes arrivés à un stade en avance, à un stade ultime du développement du capitalisme. C'est-à-dire qu'avec le Santon, on ne vend pas vraiment un objet matériel, on vend un discours. Pour la céramique aussi d'ailleurs. Mais dans la céramique, on se dit qu'il y a de l'utilitaire potentiellement, que ce soit un vase à fleurs, que ce soit un bol pour le petit déjeuner, un saladier, j'aime bien les saladiers, je les casse régulièrement, donc c'est bien, je les remplace régulièrement. Mais on vend aussi une histoire, on vend essentiellement une histoire. Et je pense que malheureusement ou heureusement, vu le stade d'évolution de dématérialisation de l'économie occidentale, puisqu'on a décidé que c'était là-bas que dorénavant se trouvait l'atelier du monde et qu'ici, il ne fallait faire que du service, on ne va pas renoncer. Mais ce qu'on peut peut-être faire, c'est accompagner cette production d'un vrai discours bien construit pour mettre les gens pour les replacer par l'intermédiaire de cet objet ou de ces objets dans le cours d'une histoire, ce qu'on disait tout à l'heure. Remercie. Est-ce qu'il y a des questions? Du coup, tout le monde est sans voix. Ah, c'est moi qui suis sans voix. Mais à l'occasion, je vous ferai une jolie conférence gratuite sur être potier en Provence. Ça me plairait bien parce que c'est quelque chose, avec les images, si tu veux, on suit mieux certaines choses. Là, je suis désolé, je n'avais pas du tout prévu de parler aussi longtemps. Je voulais juste parler de quelques histoires qui éclairent l'histoire de la céramique et du Santon. Et j'ai complètement zappé le Santon.
Parce que là, on va pas repartir pour une demi-heure. Ça aurait fait beaucoup. Tu as un verre d'eau? Non, mais je réponds volontiers à toutes questions si par hasard vous en avez encore. Mais il y en a plein, hein. Il y a plein de possibilités, il y a plein de commentaires, mais c'est surtout à vous de le faire. Moi, je n'ai pas parlé de la formation vraiment, mais si tu veux, il y a bien des années de ça, nous avions fait avec Jean-Paul Van Lith, un grand monsieur, hein, nous avions fait, tu te souviens, des choses bien fascinantes. Je me souviens aussi d'une séance de formation ici, à l'école de la céramique, et il y avait une décoratrice, une apprentie décoratrice, de bon talent de décoration, hein, qui reproduisait un médaillon de style sévère, une mayolique, disons, de la deuxième moitié du XVe siècle, de Déroute, hein, si mes souvenirs sont exacts, qui était magnifique. Le médaillon, elle avait un livre ouvert, elle avait un médaillon, elle le peignait, et ma foi, ça semblait venir vraiment très bien. Alors je lui dis, ah, gna 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 gna, je dis, ah, c'est extraordinaire ce que vous faites là. Ah, c'est vrai que cette céramique, cette faïence, cette mayolique... Et elle me regarde avec des yeux de merlan-frit. Alors bon, j'ai bien sûr, elle a trouvé que j'exagérais, que j'étais un peu... Mais en fait, elle n'avait aucune idée, aucune connaissance connexe de l'objet, du contexte de l'objet, du décor, même pas de l'objet, parce qu'en fait, elle travaillait sur un médaillon. Bon, c'est normal, il faut travailler sur un médaillon, mais ce médaillon, il était sur la panse d'un pichet, ou d'une petite aiguière, assez sophistiquée dans la forme, ça. Il y avait quelque chose à savoir sur ce que tu faisais, sur ce qu'elle faisait. Et elle ne savait pas ce qu'elle faisait. Donc je me suis dit que le produit fini, parce que je ne l'ai pas vu, hein, je ne l'ai pas vu cuit, etc., j'aurais bien aimé le voir pour savoir si, en toute méconnaissance de ce qu'elle faisait, le résultat était attrayant et me raconter quelque chose à moi, hein, en tant que consommateur, hein, là simplement. Voilà. Et c'est une observation que je me suis faite à Déroute, à Faenza et ailleurs, à plusieurs reprises. On a vraiment deux catégories de céramistes, décorateurs et autres. On a ceux qui savent ce qu'ils font et ceux qui font quelque chose parce qu'ils feraient, on en parlait tout à l'heure, ils feraient aussi bien de la saucisse, mais bon, ils font ça. Et je pense que pour les vendre, c'est plus compliqué. C'est sûr. Ok, donc on va abandonner. Ah oui, c'est ça. En plus, c'est pas possible d'intervenir derrière. Non, tu peux. Moi, je dirais juste. Je ne peux pas d'intervention, je ne vais pas raconter des choses. Je veux juste dire qu'on peut avoir le sentiment. On est sur des périodes historiques un petit peu éloignées. Donc c'est vrai que des fois, on peut avoir l'impression que finalement, ça ne concerne pas tout à fait. Et en fait, j'en parlais tout à l'heure avec Philippe, c'est qu'en fait, même sur des petits parcours d'ateliers, 20 ans, 37 ans, etc. Ah, mais je peux t'en raconter plein. Hein. On voit déjà qu'il y a eu plein d'événements politiques, économiques, commerciaux, c'est la mondialisation. En fait, des quantités de choses qui déjà ont perturbé le jeu à des points absolument incroyables. C'est-à-dire que les pratiques qu'on a aujourd'hui de commercialisation, par exemple, sont totalement différentes de celles qu'on avait il y a 20 ans. Mais totalement. C'est-à-dire, en gros, il y a 20 ans, on allait vendre nos poteries sur des marchés artisanaux encore, et ça marchait. On pouvait faire un marché artisanal, on faisait son chiffre d'affaires. Aujourd'hui, un marché artisanal, même pas on pense à y aller, quoi, c'est impossible. Hein. On sait qu'on ne fera rien. Et il y a vraiment eu des évolutions, même sur des petites durées, qui sont vraiment fondamentales. Tout à fait. Et il y a une accélération. Voilà. Et je trouve ça du coup passionnant, effectivement, d'avoir des éclairages comme ça, encore plus larges, parce que ça fait réfléchir d'abord peut-être que dans nos pratiques. Il faut toujours se dire que ça va changer demain. Mais ça va changer demain. Il faut vraiment toujours être prêt à ça et toujours être en questionnement. C'est le plus dur, c'est l'insécurité permanente qui est un véritable problème. Dans un contexte où on aimerait bien avoir des réponses. Ne bougeons plus pendant, s'il vous plaît. Mais l'accélération, il y a une accélération de tous les phénomènes. Je n'ai pas évoqué le XXe siècle, la fin du XIXe et le XXe siècle, avec les exemples du territoire, parce que c'est pas une autre histoire, c'est la même histoire. Et on voit ces ateliers qui ont duré 20 ans, 30 ans, qui sont morts ou qui sont pas morts. Si on prend Procéram, la SFA, l'ancêtre de Procéram, c'est 1910 création, 1912 ouverture, première mort 1928, renaissance sous la forme de la faïencerie nouvelle de Provence, poum, crise économique, etc., etc., ça meurt en 1937, réanimation en 1938, et
première mort définitive, si j'ose dire, en 1974, deuxième à Saint-Zacharie, au bout du bout, en 1981. Donc c'est déjà un atelier dont on peut se dire qu'il a duré relativement longtemps, mais non, en fait, c'est une succession de 3 ateliers qui a sédimenté, qui a capitalisé des savoirs, des outils, des choses comme ça. En même temps, ils ont vieilli, ces savoirs, ces outils. Et quand on est arrivé au bout de l'incapacité à s'adapter à la mondialisation, à une demande qu'on ne comprenait plus, sans compter le secteur bancaire dont on sait qu'il est particulièrement attentif à vos besoins, ils sont morts cette fois-ci pour de bon. Bon, merci cette fois-ci. Henri. Il veut plus que je parle. Je pense que ça pourrait continuer, je pense. Mais on ne veut pas abuser de ta gentillesse. Voilà.